Je vous présente Voilà. Philippe Delzan, qui est professeur de musique, musicien, chef d'orchestre également, qui travaille à Annemasse. On s'est rencontrés lors d'une formation en PNL. Il a acquis quelques notions qu'il applique dans sa pédagogie. Et voilà, il va nous présenter un morceau de musique avec la cornemuse. Ouais.
Merci Philippe. Merci. Donc, 2 conférences. Ceux qui veulent rester ici avec moi, apprivoiser les dragons, de l'innocent au magicien, 6 archétypes, leurs lumières et leurs ombres, et puis avec Jen Turner dans l'autre salle. Donc peut-être je me présente, Marc Cialhomme, je suis enseignant en PNL, j'enseigne également la méditation de pleine conscience. Donc on va peut-être commencer là aussi par une sensibilité au chant, un exercice énergétique, si vous voulez bien vous lever, de 3 minutes, là, pour se mettre en condition, réceptivité. Voilà, je vous propose dans un premier temps, voilà, de faire suivre ces exercices. Donc on va vers la terre, fléchis un peu les genoux. Et cette énergie de la terre, on la laisse s'élever le long des pieds, des jambes, s'épanouir dans le hara, le dantian inférieur, ouverture à partir du hara, main vers le ciel, accueillir les souffles du ciel, laisser descendre les souffles du ciel, sommet de la tête, sur la région frontale, le visage, centre laryngé, le centre du cœur, à partir du cœur, ouverture au chant. Et depuis cette ouverture du cœur, de nouveau aller vers la terre. Depuis cette ouverture du cœur, accueillir les souffles de la terre, les laisser remonter le long des jambes, des genoux, s'épanouir dans le hara. Ouverture, main vers le ciel, accueillir les souffles du ciel. On laisse descendre les souffles du ciel, sommet de la tête, région frontale, visage, la gorge. Voilà. On reste un moment ainsi, centré dans l'espace du cœur, présent à la fois à nous-mêmes et à tout notre environnement. Là, c'est bien. Donc, je forme des coachs, des psychothérapeutes, j'enseigne la PNL et l'hypnose depuis une trentaine d'années. Et voilà, je vais vous parler de cette notion d'apprivoiser les dragons. Bien sûr, les dragons, vous l'avez compris, ce sont les crises que nous traversons dans notre vie. Alors, on va s'intéresser aussi aux archétypes, à 6 archétypes, des archétypes un peu différents que ce que Judith Deleuze a parlé ce matin, ces 6 archétypes de l'innocent à l'orphelin, au martyr, au vagabond, au guerrier et au magicien. Alors, page 2, si tu veux bien. L'archétype vient du grec arché, toupos, commencement, type, donc littéralement un archétype, c'est le premier type, c'est un modèle premier ou idéal. Pour Platon, les idées sont les archétypes du monde. Et pour Jung, un archétype, c'est un symbole ou un mythe primitif de l'inconscient collectif, c'est-à-dire ce qui nous concerne tous. Alors, dragon, gardien du seuil. Les dragons sont des gardiens du seuil et sont des miroirs de notre propre ombre. Ils nous invitent à une confrontation
et à une vérité avec nous-mêmes. Donc l'esprit non éveillé, quand il est confronté au dragon, il est confronté à une crise qui peut être de toutes sortes, un licenciement, une séparation, un problème de santé, une prise de conscience existentielle, une dépression. Et ce dragon, on pourrait dire que c'est le réservoir des expériences de vie non résolues, des expériences de vie dont on n'a pas tiré les leçons. Et les crises sont là pour ça. Les crises ne sont pas d'abord objectives, on les porte en nous. Il y a une métaphore qui est intéressante, c'est vous avez un verre qui est à 80 cm, au-dessus il tombe, il ne se casse pas, on le repose, il retombe, il ne se casse pas, il rebondit de 20 cm, et quand il retombe de 20 cm, il se casse en 1000 morceaux. Et les crises, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une période de latence qui fait que la crise n'apparaît pas. Il suffit d'un petit déclencheur pour que tout ce qui se tramait avant apparaisse. Ça peut être un problème de santé. Page 4, si tu veux bien. Donc, et objectiver une crise. Alors cette crise amène des insatisfactions, des douleurs sur différents plans, jusqu'à ce que notre discernement, la lance du discernement, si on peut prendre cette métaphore, puisse perforer, c'est-à-dire tirer la leçon de vie des expériences qui se répètent, comme extraire le joyau au cœur de la pierre brute. Peut-être je vais vous donner tout au long de cette conférence quelques exemples tirés de ma vie professionnelle en tant que psychothérapeute qui explicitent ça. Alors, je pense à une femme, voilà, je vais l'appeler Michel, qui est secrétaire de direction dans une entreprise d'aviation et qui vient de manière très motivée et très culpabilisée parce qu'elle a frappé sa fille de 4 ans et demi et au petit matin, elle voit encore la trace de sa main sur sa fesse et c'est insupportable pour elle d'être dans la violence ainsi. Donc elle me raconte son histoire. Son père était dans l'armée française, adjudant-chef, confondait la vie professionnelle et la vie de famille et faisait régner pour ses frères, ses 3 frères et elle, une discipline d'enfer à la maison avec des punitions et des sévices corporels. Elle a 34 ans, elle n'a pas revu son père depuis 10 ans, elle veut surtout pas le revoir, et surtout travailler en thérapie sur son père. C'est tellement insupportable. Et néanmoins, je lui montre que tout ce qui n'est pas résolu continue, tout ce qu'on refuse persiste d'une certaine manière, et que cette violence qu'elle a vis-à-vis de son père, c'est cette sous-personnalité qui est liée à l'autorité parentale, qui est mise au défi. C'était pour des bêtises, sa fille ne voulait pas prendre son shampoing ou avait peur que le shampoing rentre dans ses yeux, elle refusait catégoriquement, et bien sûr la claque a giclé. Donc elle a été dans cette nécessité de revisiter la relation à son père, malgré qu'elle était très récalcitrante, parce que cette histoire se répétait. Voilà. Et dans le travail de thérapie, de coaching aussi, elle a dû apprendre à exercer une autorité non violente, à dialoguer, à explorer. Aujourd'hui, c'est le jour du shampoing, comment tu veux que ça se passe? J'ai peur que le shampoing aille dans mes yeux, comment on pourrait s'y prendre pour que ça n'aille pas dans les yeux? Et donc, très simplement, elle a trouvé une communication avec sa fille pour remettre en place une relation de confiance.
Tout ce processus, on pourrait l'appeler un processus aussi de pardon au sens psychologique. C'est-à-dire qu'elle décide, pardon, ça ne veut pas dire je revois mon père. Pardon, c'est je boucle cette relation avec ce père en moi, et je retrouve une paix, et je laisse vivre l'autorité parentale en moi d'une autre manière. Vous voyez, la nuance, c'est une liberté par rapport à un passé qui a été douloureux. Pardonner, c'est cela. Après qu'elle retrouve le père ou pas, ça c'est sa décision. Mais le pardon passe par là, vous voyez, c'est une intégration d'une part d'elle-même, de ce parent autoritaire et violent qui se trouve transformé. Donc, la rencontre avec le dragon, c'est ça, c'est mobiliser à la fois certains archétypes qui vont nous permettre une transformation. Donc on va aborder maintenant, si vous voulez bien, les différents archétypes, et j'ai demandé à Philippe de nous faire une petite introduction musicale, de manière à ce qu'on aborde de manière un peu intuitive cet archétype de l'innocent. L'innocent qui est l'enfant, l'innocent qui est dans la fraîcheur vis-à-vis de cet être au monde. Merci. Alors, dans cet archétype, dans sa pureté, l'innocent ne sait pas que le dragon existe. Ce qu'on souhaite à tout enfant, qu'il soit préservé dans son intégrité physique et psychique. Bien sûr, il y a des enfants qui vivent des crises, et quand c'est le cas, ça nous révolte, c'est impossible à accepter. Mais l'archétype de l'innocent, c'est l'enfant qui est préservé dans sa sphère familiale. Il ne sait pas que les crises existent, que les dragons existent. Il y a une harmonie qui est là. Il est protégé, il est entouré. Donc cette lumière, c'est une lumière de pureté, de fraîcheur, et le monde est un terrain de jeu bienveillant. Et l'ombre, bien sûr, de l'innocence, si on va être coincé dans cet archétype, c'est celui de la naïveté, du déni, de l'angélisme, de la tyrannie du positivisme. Et de croire que le monde est bienveillant, que la providence viendra en aide à nos besoins, etc. Je vous donne l'exemple, peut-être une citation dans la lumière de l'innocent, une citation de Christian Bobin. C'est quoi réussir sa vie, sinon cet entêtement d'une enfance, cette fidélité simple, ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure. Donc mûrir, c'est retrouver aussi cet esprit d'enfance, cette fraîcheur que l'on a dans les relations, dans notre relation à la nature, aux êtres, aux choses. Et puis, il y a les ombres de l'innocent. Je pense à Agnès, que j'ai accompagnée, qui a vécu dans une famille de musiciens. Ils étaient 4 filles, comme les 4 filles du docteur Marge, et elles chantaient, elles jouaient de la musique, et avant chaque repas, le père était un peu un chef d'orchestre, et il chantait, et ils ont vécu toute leur enfance dans cette harmonie qui était portée par la musique. Elle a fait des études, elle est allée à Paris, elle a eu un compagnon qui n'était pas musicien, et l'attachement à cette enfance a représenté une épreuve. C'est-à-dire qu'elle était déconnectée de l'harmonie de sa famille, un peu déconnectée de la musique, qu'elle pratiquait seule, bien sûr, mais c'était différent que de la pratiquer en famille.
Et cet attachement à l'état d'enfance a représenté une épreuve pour elle. Elle était peu armée de rencontrer les crises. Et donc tout le travail a été comment faire en sorte que cette enfance heureuse soit une ressource, puisse être un appui, puisse être des racines, pour pouvoir rencontrer des relations qui ne sont pas forcément harmonieuses, des défis, des conflits, aborder les conflits. Un autre exemple peut-être de l'attachement à l'innocent et à l'enfance, c'est Marie, qui a été toujours la fille préférée de son père. Et ça se traduit par quoi? Des dons, des visites, des signes de reconnaissance positifs et récemment la construction d'une maison. Son père lui construit une maison et il a donné aussi à son autre fille, mais il a clairement privilégié Marie. Et donc je lui demande quelles sont les conséquences à accepter ce cadeau? Quelles sont les conséquences à être la fille préférée de votre père et de vivre dans cette identité? Ben, je lui dis, mais je sais pas, c'est très bien, il m'aime, moi je l'aime, il me fait des cadeaux, pourquoi pas, hein? Je lui dis, mais quelles conséquences dans votre vie amoureuse? Et en effet, étant donné, vous pouvez imaginer qu'étant donné qu'elle est attachée à cette identité de fille préférée, c'est pas évident de créer de la disponibilité et une ouverture pour partager sa vie avec un homme. Et donc ça a été une prise de conscience, c'est-à-dire que dans ses dispositions, elle n'était pas du tout prête à s'engager, et elle était là, entre guillemets, excusez-moi, la maîtresse idéale, parce qu'elle se contentait d'une vie, voilà, c'est-à-dire qu'un homme la désire, il la désire plus que sa femme, et elle retrouve ce pattern de maîtresse idéale. Et ça ne la convenait pas, ça lui a convenu à un moment donné, c'était une nourriture, mais à un moment donné, c'était insatisfaisant. Vous voyez comment donc l'attachement à l'ombre d'un archétype, parce qu'il manifeste peut-être à un moment donné une épreuve, et dans la répétition de c'est seulement dans la répétition de ce pattern, d'être une fois, deux fois la maîtresse, en quelque sorte, la deuxième femme, et en même temps celle qui est préférée parce que c'est celle qu'on désire plus que sa femme, où il y a à un moment donné une insatisfaction, une crise, et la nécessité de se défaire de ce masque, de ce persona, de cette sous-personnalité qui est « je suis la fille préférée ». Alors ça n'a pas voulu dire ne pas accepter les cadeaux de son père, elle a accepté cette générosité en essayant d'équilibrer aussi vis-à-vis de sa sœur, mais c'était plus un travail intérieur au niveau de cadrer un peu plus la relation avec son père, c'est-à-dire de lui demander de venir une fois par semaine plutôt que débouler chez elle n'importe quand, à tout moment. Voilà, deuxième archétype, l'orphelin. Alors l'orphelin, brièvement avant qu'on ait cette introduction, il n'a plus la sécurité douillette des parents, il se défait un peu du monde de l'enfance, et il commence à percevoir la queue du dragon. Il n'est pas encore en face du dragon, mais la queue du dragon se profile. Et c'est un sentiment de solitude. Il est confronté à la solitude.
page 6, si tu veux bien. Donc l'orphelin n'a plus la sécurité douillette des parents, c'est peut-être, on vit cet archétype de l'orphelin quand on quitte la maison de nos parents. On se retrouve dans un appartement, c'est peut-être une chambre à la CTU, et on commence à être exposé au monde. On devient consciente des crises, de la maladie, parfois de la souffrance, des crises de la vie. Dans la tradition amérindienne, c'est un jeune adolescent à qui on propose pour la première fois de passer un cycle de lune seul dans la forêt, d'activer des ressources, d'être dans une survie. Voilà, c'est une épreuve. Et dans l'aspect lumineux, c'est cette capacité à être bien seul, être bien avec soi. C'est un premier approche de l'intégration de sa solitude, de son unité finalement. Ça, c'est la lumière peut-être de l'orphelin. C'est aussi cette capacité à se défaire des matrices psychiques qui nous ont conditionnés. Donc c'est une naissance à nous-mêmes. Dans les ombres, eh bien, il a tendance à se sentir seul au monde, il va chercher des mères ou des pères de substitution pour retrouver l'unité régressive qu'il a connue dans l'enfance ou réparer malheureusement cette enfance. Et il y a des adultes, même à un âge avancé, qui restent bloqués dans cette ombre de l'orphelin. Par exemple, Sylvie a une relation très conflictuelle avec son père. Elle n'a pas eu de reconnaissance et elle commence une relation avec un homme qui est père de 2 enfants, une fille de 18 ans, un garçon de 20 ans. Et il y a une relation forte, amoureuse entre eux au début, et chaque fois que, puisque le père a la garde partagée, chaque fois que la fille du père vient, elle entretient une relation de compétition avec cette fille, c'est-à-dire que la présence de cette fille menace, c'est-à-dire qu'elle se met au même niveau que cette fille, parce qu'il y a une part d'elle-même qui investit la relation avec son amoureux dans une relation enfant-parent. Il n'y a pas que ça, bien sûr, elle est l'épouse, elle est la compagne, mais la présence de la fille de son amoureux, eh bien, déclenche ce masque, cette sous-personnalité de la fille qui est en insécurité, qui croyait avoir enfin trouvé des signes de reconnaissance vis-à-vis de son homme, et qui vit la relation avec sa belle-fille comme une réelle menace. Donc vous voyez comment l'ombre de l'orphelin est actif dans cette relation. Et ce qui est intéressant dans la relation d'accompagnement, c'est de se poser la question, quel est l'archétype qui est en jeu? Quelle est son ombre et sa lumière qui est en jeu? Vous voyez, pour savoir aussi vers quoi on doit aller. Donc, bien sûr, c'est les prises de conscience, c'est ne pas se mettre au même niveau que cette fille, c'est retrouver sa place de belle-mère, bien sûr, être la compagne de son mari. Et en ce qui concerne cet enfant qui est blessé, qui est insécurisé, en prendre soin d'une autre manière que se mettre en compétition avec sa belle-fille. Donc vous voyez, ça pose quand même des axes, ce diagnostic, cette intimité avec les archétypes, ça pose des axes clairement thérapeutiques parce que d'une manière globale, on a le pattern qui s'exprime. Ok? On va passer au troisième archétype qui est le martyr. Le martyr, peut-être en introduction, c'est celui qui est terrassé par le dragon. Il vit vraiment la crise, il est abattu, il est KO, et il semble sans ressources. Il vit vraiment la vulnérabilité dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur.
Merci. Donc, il vit la crise. Il y a beaucoup de gens qui échappent aux crises, qui fuient les crises. Le martyr, dans sa lumière, c'est qu'il vit cette épreuve. Et il prend conscience que les forces dont il dispose sont insuffisantes pour décrocher la victoire. Il a besoin d'aide. Donc l'éveil de l'homme n'est pas seulement le résultat de sa propre volonté, mais celui de la coopération avec beaucoup d'autres personnes et d'autres ressources créatrices. Une voie peut s'ouvrir. S'il vit la souffrance et la crise sans minéralisme, il peut attirer la compassion de la vie. Dans son aspect le plus élevé, le plus rare, le martyr, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour une cause servant le bien commun. Je pense à Socrate, à Gandhi, à Martin Luther King. Vous vous rappelez son sermon, et il savait qu'en parlant de cette égalité entre les noirs et les blancs, les petits garçons, les petites filles noires et blanches qui se prendraient un jour la main et que c'était son rêve, eh bien qu'il allait être tué, certainement. L'ombre du martyr, c'est quelqu'un qui se plaint continuellement et il décline une identité de sa misère. Il attire à lui des faux sauveurs, il se plaît à vivre dans la dépendance vis-à-vis d'une personne ou d'un mouvement représentant pour lui un pouvoir de sécurisation. Il connaît la dépression, il peut être tenté par le suicide, il peut être prêt à donner sa vie pour une cause fanatique. Alors peut-être un exemple qui illustre ça, si vous permettez un exemple personnel, tout récent, certains d'entre vous sont au courant, donc il y a le 14 janvier, j'ai eu une épreuve, une très grosse douleur au niveau du ventre. J'étais aux urgences et on a diagnostiqué, après un scanner, une occlusion intestinale et j'étais opéré vraiment en urgence. C'est une douleur très forte, puissante, et c'était avec des sondes nasogastriques pénibles. Donc j'étais à l'hôpital parce que je devais être en intervention chez Repère, j'ai annulé mon intervention, une collègue, Marie-Christine, m'a remplacé, et je ne pensais qu'à la souffrance, à soutenir cette souffrance, à la supporter, minute après minute. Et suite à l'opération, j'avais des nausées importantes. Et je reçois l'appel de Marina. Elle me dit « Comment tu vas ?» Alors je lui explique ce que j'ai vécu. Et elle me dit « Si tu permets, Marina, tu serais un parfait cobaye pour moi. Je suis une formation en coaching de santé. » Et je lui dis, alors quel sens tu donnes à cette maladie, donc on commence. Et je lui dis, écoute, Marina, j'en suis pas là. Je suis dans l'archétype du martyr, je suis terrassé par le dragon. J'en suis pas là. Je vis minute après minute. J'essaye de tenir au mieux. Vous voyez, quand on est dans cet archétype du martyr, c'est important d'accompagner la personne d'une autre manière. Et je lui dis, écoute, peut-être dans 2-3 jours, tu m'en veux pas, Marina, dans 2-3 jours, je vais me poser cette question. Ces questions sont importantes, mais pour le moment, voilà, c'est pas le moment. Vous voyez ? Donc, quand vous accompagnez quelqu'un qui vit l'épreuve, c'est vraiment juste de l'empathie, de la validation, la crise. Vous pouvez recadrer un peu l'épreuve, mais c'est peut-être pas le moment tout de suite d'aller vers les ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le sens de la maladie. Il y a un moment juste pour ça. Vous voyez l'intérêt de connaître les archétypes. Oui. 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 Ce n'est pas, donc, dans cet exemple, ce n'est pas l'ombre de l'archétype, c'est en effet sa lumière, c'est-à-dire cette capacité à traverser la crise. Vous voyez, que ça soit une crise de séparation,
hein, et de vivre parfois des sentiments de trahison et de traverser ces sentiments de trahison. Pour moi, ça a été la maladie, la souffrance, la douleur physique, de pouvoir la soutenir, d'être avec, d'être bienveillant vis-à-vis de mon corps, de mobiliser, voilà, et de vivre minute après minute, ainsi. Alors l'ombre, c'est quand on décline une identité d'être victime. Vous connaissez des personnes, hein, qui ont besoin de se plaindre et qui, en se plaignant, ont une écoute. Vous voyez, l'intention positive, c'est d'avoir de la bienveillance, de l'écoute. Vous en connaissez tous, on en connaît tous dans nos vies des personnes comme ça, qui sont dans cette victimisation, comme on dit maintenant, et dans cette ombre donc du martyr. Alors, après le martyr, ben, on a besoin d'aller vers les ressources. On a besoin d'être dans l'archétype du vagabond qui va sortir de cet enfermement dans lequel on a vécu, qui va peut-être partir en voyage, qui va rencontrer des êtres qui vont lui apporter. C'est la dynamique de la quête. Hein, on part, on quitte son village, on quitte sa famille, on se met en voyage, on arrête, on prend une année sabbatique. Hein, on fait une formation d'hypnose ou de PNL, de coach instantané. C'est ça le vagabond. Hein. Et regardez, il y a peu de personnes qui prennent cette disponibilité, hein, pour partir en voyage, pour aller vers des ressources. Le vagabond. Merci. J'aimerais vous lire un poème, hein, que vous connaissez, hein, de Rimbaud, Arthur Rimbaud, qui exprime bien cet archétype du vagabond. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'étais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide je rêvais. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où rimant, désolé, ouais, je pensais l'avoir, ça m'est venu sur le moment, je n'avais pas pensé vous le lire, voilà, où rimant, au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Vous sentez l'archétype du vagabond? Excusez-moi. Page 8, si tu veux bien, Martial. Donc le vagabond part en recherche d'autres sources. Il a besoin de faire une pause par rapport au dragon. Hein, c'est suite à une séparation. On ne veut pas se remettre tout de suite en relation. On veut faire une pause dans sa vie professionnelle, hein, suite à un licenciement. Donc il sait qu'il a besoin de faire une pause, de se ressourcer. Il voyage pour sortir de l'espace problème. Donc il s'ouvre au monde, aux sources d'inspiration que le monde peut lui apporter. Il commence
parfois du coaching, une psychothérapie, participe à des stages de développement personnel ou à des formations. Il peut trouver dans des lectures un enseignement ou rencontrer un mentor, un enseignant, partir en voyage, rencontrer d'autres cultures. Dans les ombres, quand on est coincé dans l'ombre du vagabond, on se dit plus jamais ça, plus jamais je ne m'exposerai à une telle vulnérabilité d'être face au vagabond, c'est affreux. Donc le vagabond fuit toute situation qui peut l'exposer au danger. J'ai rencontré en thérapie des hommes qui ne voulaient surtout pas s'engager suite à une rupture douloureuse et qui consommaient vraiment de la relation, des relations multiples, des relations d'un soir, et c'était devenu une identité, un pattern. Donc il fuit la relation intime, qui peut être le lieu par excellence où on rencontre des dragons, hein, vous savez bien ça. Donc il choisit d'être seul ou de vivre une multiplicité de relations. Il lui semble être en contrôle. S'il voit l'ombre de la queue du dragon, il fuit. Sous prétexte de tranquillité et de simplicité, il a peur des confrontations, qu'il appelle des complications, et s'aménage plusieurs portes de sortie, plusieurs routes de secours. Nomade, il va d'expérience en expérience, manipulé par sa peur de souffrir. Et le mirage de la liberté. Vous voyez ce que c'est le mirage de la liberté? Hein, de croire que parce qu'on ne s'engage pas, on est libre, non? Donc il recherche ce qui est agréable et fuit ce qui est désagréable. Donc, je vous ai donné quelques exemples d'ombre, et puis les lumières, vous en connaissez. Hein. Si vous êtes là, il y a une part de vous qui est vagabond, puisque vous vous ouvrez à toutes sortes d'approches. Hein. Vous venez chercher des ressources et on en découvre ensemble. Hein. J'ai manifesté cet archétype du vagabond lorsque j'avais 24 ans. J'ai eu l'occasion de faire mon service civil en Inde et d'enseigner les mathématiques. J'ai fait de la recherche un peu en mathématiques. À la fin de mon doctorat, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie, bien sûr. Je m'intéressais déjà au yoga, à la méditation. Et c'était vraiment 2 années merveilleuses, avec beaucoup de voyages, du trekking dans les Himalayas, des rencontres avec des instructeurs comme Krishnamurti, qui m'a invité à enseigner le yoga dans son centre en Angleterre 2 années après. Et puis une ouverture à une autre culture, une autre manière d'être au monde, véritablement. Et cette richesse de se libérer du conditionnement et du bain culturel dans lequel on est en France a été très riche. Je vous donne un exemple. Je pars de Madras, enfin de Chennai, pour Delhi. Je pars donc de Madras pour Delhi et on a une correspondance pour Srinagar et là il y a un 4x4 qui doit nous amener dans le Ladakh. J'étais avec un copain, on avait prévu ce voyage. Et l'avion de Chennai qui était prévu à 6 heures du matin, il y a 1 heure de retard, 2 heures de retard, et je sais que ma correspondance elle est 3 heures après. Donc je vais vers l'hôtesse et je lui demande Sorry, do you think I will have my flight from Delhi to Srinagar? Vous pensez que j'aurai le temps d'avoir mon vol, ma correspondance? Il me dit, no worries, sir, no problem. The flight, the plane is going to come. Don't worry, sit down, no problem. Bon, je me sens rassuré. Et 1 heure passe, mais pas d'avion, 2 heures passent, finalement on a eu 6 heures de retard, à midi, j'avais loupé ma correspondance. Et ça a été un casse-tête pour moi, je me dis, mais pourquoi elle me dit nos problèmes? Pourquoi elle me dit, il n'y a pas de problème, monsieur? Puis alors j'en parle à des amis indiens, ils me disent, mais tu comprends pas notre culture. Ah, ça dépend pas de toi que l'avion arrive à l'heure ou pas. Et ça dépend pas d'elle non plus. Donc pourquoi tu t'en fais un problème? Nos problèmes. Vous voyez? Et là, j'ai compris
que les Indiens avec une autre relation au temps que nous. On a une relation, ce temps, ils ont une relation simultanée au temps, hein. Nous, on a une relation très chronologique au temps. Voilà, j'ai pu me détendre, pas comme certains de mes collègues français. J'ai pu me détendre quand j'ai compris. Vous voyez, donc le vagabond découvre d'autres cultures, il s'ouvre à d'autres cartes du monde. Et puis on arrive au guerrier. Le guerrier, il est courageux, le guerrier confronte, le guerrier a des outils, il a des armes, il n'a pas peur de confronter les dragons. Il les débusque même. Merci. Page 9. Martial, merci. Non, pardon, page 9, oui. Donc il est courageux, il cherche les dragons. Peut-être un exemple à travers un mythe, le 8e travail d'Hercule. Donc Hercule se présente vers son instructeur, il sait qu'il va devoir franchir la 8e porte, qui est le 8e signe du zodiaque, qui est le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, c'est aussi le signe un peu du coaching et de la thérapie, on pourrait dire ça, et de la transformation. Donc il se présente devant son instructeur et l'instructeur lui dit « Écoute, je vais te dire une parole, la leçon de vie de cette épreuve, qui est la confrontation à l'hydre de Lerne, c'est, je peux le dire comme ça, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. » Il ne comprend pas trop, mais ok. Et il se présente devant le roi de ce pays, Lerne, et voilà, il y a une hydre pestilentielle qui pollue toutes les eaux du pays, il y a des conséquences au niveau de la santé de tous les habitants qui vivent ça, des maladies, une mauvaise santé, beaucoup de décès, et on lui demande d'aller se battre contre cette hydre et d'assainir le pays. Il est courageux, il a un arc, il a des flèches, il a une lance, il a une épée, il parle avec ses armes, il est confiant en lui, il est sûr de lui, et il traverse pendant 3 jours des marais où il y a des odeurs vraiment très mauvaises, mais voilà, il dort dans les arbres, et il arrive devant le repère de l'hydre. Et l'hydre dort. Vous voyez, on peut comprendre qu'est-ce que c'est que souvent que la crise, elle est latent. Ce dragon-là, en l'occurrence, il dort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son arc, ses flèches, il remplit le bout de ses flèches de poids qu'il allume et il décoche ses flèches dans le repère. Et au bout d'une dizaine de flèches, l'hydre se réveille, elle est furieuse, elle va vers lui, elle se jette contre lui, et lui se sent fort, et il coupe une tête, mais à chaque tête qu'il coupe, il y en a 2 qui apparaissent. Et finalement, il se retrouve en face de 9 têtes, et là, comme un sursaut, au milieu de la crise et de cette confrontation, il repense à la parole de son instructeur, celui qui s'abaisse sera élevé. Et là, du coup, il lâche ses armes, il laisse tomber ses armes, il rentre dans
dans la tourbe, dans la boue, profondément, il enlace l'hydre, le corps de l'hydre, avec ses têtes qui volent au-dessus, qui ne le voient plus trop, et il se lève et il présente l'hydre au-dessus du brouillard qu'il y avait, et il l'expose à la lumière du soleil, il l'expose aussi au vent, le vent, l'air qui est le discernement, symbole du discernement, et la lumière qui est la lumière de l'âme, le soleil de l'âme. Et là, pouf, 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 8 têtes tombent, il ne reste plus qu'une tête, là il la coupe, il la garde précieusement sous son bras, et il voyage, et il trouve un endroit et un spot qui lui semble très avantageux, et il enterre près d'une source cette tête de l'hydre, et là, très rapidement, la contrée va être purifiée, et là où il est enterré, eh bien, cette source jaillit et va donner de l'eau claire et pure, et voilà, tout le pays est libéré. Hein, libéré. Donc on voit bien que dans ce mythe du 8e travail d'Hercule, on a vraiment le travail du guerrier qui se révèle dans le conflit. Il sait que les épreuves de la vie sont là pour être vécues. Qu'en osant les confronter, on en ressort plus noble, plus fort, et que là, il y a une épreuve. Donc le principe de réalité est bien présent pour le guerrier, il mesure ses forces, il connaît ses faiblesses, il s'engage en connaissance de cause, il ne laisse pas pourrir les situations qui sont non résolues, il prend les devants par son attitude proactive et les complète. Le plus souvent, quand il est au plus fort de la lumière du guerrier, il traite les situations en temps réel, ainsi il libère de l'énergie, il est conscient de son potentiel énergétique. Il aime et pratique l'exercice du pouvoir du moment présent. Quant à l'ombre du guerrier, eh bien, c'est lié à un manque de discernement quant aux véritables enjeux de la confrontation. L'ombre du guerrier, il a tendance à diaboliser son adversaire. Vous vous rappelez Bouche avec l'axe du mal, c'est précisément l'ombre du guerrier. Alors il y a quelqu'un qui incarne vraiment l'ombre du guerrier pour moi, page 15 si tu veux bien, c'est Eric Snowden. Vous connaissez un peu? Il est né en 83 à Elizabeth City, en Caroline du Nord, et c'est un lanceur d'alerte. Il est informaticien, il est ancien employé de la CIA et de la NSA, et il a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. À partir de là, c'était un criminel, et il a dû émigrer en Russie, où il est toujours. C'est encore un criminel dans son pays. Et il a dit, mon seul objectif est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait contre lui. Je comprends que je vais avoir à répondre de mes actions et que ces révélations publiques marquent la fin de ma vie telle qu'elle est. Imaginez le courage, alors qu'il vivait une vie très confortable financièrement, en Californie, je crois, et ces révélations, ça fait de lui un fugitif avec beaucoup d'insécurité. Il vivait une vie de couple, il a été séparé de sa femme, ce n'est qu'1 an, 2 ans après, je crois, qu'elle a pu finalement le rejoindre en Russie. Okay. Donc, quels sont les enjeux de la confrontation? Comment faire que dans cette confrontation, il n'y ait pas de vainqueur ou de vaincu, d'être dans la dualité, vainqueur-vaincu, mais de faire en sorte que tout le monde soit vainqueur, c'est-à-dire que le processus de conscience soit mis au jour et que tout le monde sort victorieux de la bataille. C'est ça l'enjeu et le défi principal de l'ombre du guerrier, et là on s'approche du magicien. Ok, magicien?
Merci. Donc le magicien, il sort du monde de la dualité, hein, du bien, du mal. Il fait la synthèse des paires d'opposés, hein, la douceur et la force, par exemple, hein, qui est une paire d'opposés, la justice et l'amour. Donc il ne vit plus dans ce dualisme, et il est dans le mouvement de la vie, et il est un avec le chant. Peut-être, qu'est-ce que c'est que le chant? On n'a pas beaucoup parlé, hein, Judith Delezier nous a parlé du chant. Je vous propose quelques repères, peut-être qui viennent compléter un peu qu'est-ce que c'est que le chant. Être en intimité avec le chant, c'est se rendre sensible à la beauté, à l'intelligence du lien que nous tissons avec la vie. Le chant, c'est pas que de l'énergie, c'est pas que de l'énergétique. Il est le lieu de convergence, de rencontre, de rassemblement de plusieurs plans d'êtres et de consciences éveillées. Quand nous éveillons à la réalité du chant, le mirage du cloisonnement cesse, celui qui règne dans la vie ordinaire. Le chant est un lieu de grande bienveillance, de grande souplesse. C'est une énergie intelligente qui relie les êtres et les choses. Sa substance, c'est de l'amour, et il favorise l'émergence du sens. Donc le chant, c'est une énergie intelligente, c'est de l'amour, la connectivité, et c'est aussi de la volonté dans le sens où c'est de l'émergence du chant. Le magicien vit un avec le chant. Donc il est présent dans la rencontre du plus haut et du plus bas, il est éveillé simultanément aux réalités intérieures et extérieures, il est conscient de la réalité entre les deux, les dragons sont des occasions pour évoluer, il vit au cœur de chacun des archétypes précédents, hein, il est la lumière de l'innocent, de l'orphelin, du martyr, du vagabond, du guerrier. Alors peut-être un exemple qui illustre le magicien, c'est encore un exemple personnel. Donc j'étais en convalescence et à l'hôpital de Créteil, et voilà, j'étais proche de moi-même, de cette douleur, ça commençait à aller mieux, et voilà, 2 jours après l'opération, une infirmière vient, elle s'appelle Lisa, elle est d'origine de la Guadeloupe. Elle entre pour me faire les soins comme d'habitude, elle me dit: «Écoutez monsieur Cialhomme, il faut que je vous dise quelque chose, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que avant d'entrer dans votre chambre, quelques mètres avant, il y a tout mon stress qui s'évanouit. Je me sens bien, je me sens paisible, et quand on rentre dans votre chambre, ben, je me sens en paix et je vous fais les soins comme ça.» Je dis: «Mais c'est bizarre, ça m'est jamais arrivé.» Alors je dis: «Mais...» Et alors c'est un signe de reconnaissance positive. Alors je lui dis: «Mais vous savez, peut-être que je pratique la méditation depuis longtemps, je suis à l'écoute des personnes depuis des dizaines d'années, c'est peut-être ça que vous ressentez.» Elle dit: «Ah, je comprends mieux.» Et puis, je me dis, quand dans cette sensibilité au chant, je dis: «On ne peut pas en rester là, c'est pas pour ça qu'il se passe quelque chose comme ça.» Et très spontanément, et de manière, j'ai eu envie de lui poser une question, je lui ai dit: «Est-ce que vous avez pensé à travailler en soins palliatifs?» Elle me regarde et dit: «Vous savez, ça a été les 5 plus belles années de ma vie professionnelle. Je sentais les gens, beaucoup de personnes sont parties de l'autre côté alors que j'avais ma main, je leur tenais la main. Je me sentais vraiment utile. J'ai vécu des moments de grande paix parce que quand ils partaient, ça m'apportait aussi.» Je lui dis: «Mais pourquoi vous avez arrêté?» Et elle me dit: «Ben, j'ai eu des décès dans ma famille, j'ai eu des deuils et j'ai pas pu reprendre ces services de soins palliatifs.» Et je lui dis: si vous m'avez dit ce que vous m'avez dit là, en rentrant dans ma chambre, peut-être que vous avez déjà fait votre deuil. Et peut-être, c'est peut-être réfléchissez à la possibilité de reprendre ces soins palliatifs.» Et elle me dit: «Vous savez quoi? C'est ce que me dit exactement ma meilleure amie.» Alors je dis: «Si on est deux, hein, promettez-moi d'y réfléchir.» Vous voyez?
voyez, et ça, c'est une petite histoire du magicien. C'est pas moi qui suis magicien, hein, c'est la vie. On est tous interconnectés, reliés. Et tout a du sens. Vous voyez l'émergence du sens? Voilà. Bon, l'ombre du magicien, vous comprenez que c'est dans certaines voies de développement personnel, on est affecté par le mirage de la toute-puissance. Toute technique devient toute puissante au détriment du sujet, du soi, du sens profond des expériences. Voilà. En voulant trop vite transformer ou manifester, souvent pour des fins égoïstes, le magicien gris reste à la superficie des choses ou manque de respect vis-à-vis de l'être, de la vie. Donc vous comprenez que le magicien, il faut se défaire des représentations, même celui du Seigneur des Anneaux, de quelqu'un qui a un pouvoir. Non, être magicien, c'est la magie, c'est-à-dire dans le langage des oiseaux, l'âme agit. L'âme agit. Donc c'est lorsqu'on est vraiment en lien avec le chant, avec cette intelligence du chant. Voilà. Le magicien est un archétype un peu à part parce qu'il peut vivre au cœur de chaque archétype. Je vais conclure et puis on aura une interaction. On va avoir des questions-réponses, on va réfléchir ensemble. Peut-être juste une dernière chose, page 14, si tu veux bien, Martial. Michel Legrand et Macha Merrill, hein, c'est un mariage, je ne sais plus, il doit avoir plus de 80 ans, c'est une histoire d'amour qui reprend, qui est très forte, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, mais vraiment, c'est l'archétype au cœur de l'innocence, c'est-à-dire qu'il a cette fraîcheur de recommencer une histoire d'amour, tous les deux hein, d'ailleurs, hein, à leur âge avancé. Voilà, des questions, vos réactions, vos commentaires. Oui, Merci déjà. Et par rapport à là, vous avez fait le tour de un peu plus fort. Vous avez fait là, vous m'entendez? Oui, oui, si vous parlez un peu plus fort, oui, allez-y. Voilà. Vous avez fait le tour de différents archétypes. Oui. Et au départ, vous nous avez donné des exemples qui vous ont permis à un accompagnement thérapeutique. C'est la partie ombre de des archétypes. Donc, je voudrais juste savoir, c'est là où ça pose problème, c'est la partie ombre. Et est-ce qu'on passe vraiment, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on se voit passer d'un archétype à l'autre? Comme là, vous disiez, j'ai été le magicien à un moment donné, puis vous avez été le martyr, mais la partie lumineuse du martyr, etc. Quoi. C'est Oui. en termes d'accompagnement, c'est quand vous voyez l'ombre de l'archétype et que du coup la personne prend le masque de cet archétype. Oui. Je sais plus comment vous parlez, mais bon, voilà, un masque dans lequel elle s'enferme et que c'est à ce moment-là que vous pouvez l'accompagner à en sortir. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une progression dans ces archétypes? Oui, oui et non. Hein, c'est-à-dire que on quitte le monde de l'enfance et on va vers l'orphelin, on va vers sa solitude. Et il est possible quand on devient adulte, on a la capacité de vivre des crises. Et en évitant des crises, on va vers le vagabond, on va chercher des ressources, on développe cette capacité à confronter, et on est après dans la maturité, la capacité de la transformation. Hein. Donc il y a une progression en effet, hein, ainsi, mais parfois on peut passer d'une chose à l'autre. Hein. Malheureusement, il y a des enfants qui passent de cet état d'innocence qu'ils ont très peu connu finalement à être martyrs, hein, et souffre-douleur. Hein. Ça arrive également. Hein. Et puis, il y a des personnes qui sont dans un état de grâce et qui peuvent être très jeunes. Je pense à Mozart, hein, ou dans cette magie de la vie, et incarner très jeune l'archétype du magicien quand il compose. Hein. Donc tous les cas de figure sont possibles. Hein. D'autres questions? Oui.
Oui, c'est pas une question, c'est un partage. Oui. J'avais vraiment un exemple où en thérapie, et c'était même à peine en thérapie, je vais expliquer, où c'était vraiment un exemple typique de la personne en position de martyr et martyr assumé. C'est quelqu'un qui venait perdre sa fille en situation, voilà, accident de route, elle traverse sur un passage clouté, et finalement, au bout d'un mois et demi, les médecins disent, bah, on va arrêter. Hein, donc, et elle qui est infirmière, elle avait le sentiment qu'on aurait pu continuer, et que vraiment sa demande était très très claire. C'était juste avoir un lieu d'écoute, d'accueil, et surtout pas commencer à dire et donc comment vous pouvez aller mieux. C'était très clair sa demande, et c'est qu'au bout d'un moment, qu'une fois elle me dit, oui, d'ailleurs peu de temps au bout de quelques séances, elle me dit, oui, alors parfois on me dit, mais enfin avec ta psy t'avances pas, et en fait c'était pas du tout un reproche, c'était ça son besoin. Et puis quelques temps après, à un moment, elle me dit, ah, mais quand même j'y arrive pas. Et je dis, quand vous dites ça, c'est quoi? Donc là, on passait à une autre étape. Mais vraiment, je sais qu'on était très juste, de justesse. Elle et moi, je répondais juste à son besoin de pouvoir être là et d'exprimer sa plainte, parce que c'était pour elle monstrueux ce qui s'était passé, et c'était vraiment juste cet accueil-là. Oui. Merci France pour ce partage qui relance cette notion de justesse de l'accompagnement. Des questions en ligne? Marc. Donc la justesse de l'accompagnement, d'être juste à tout moment, et cette vision des archétypes peut nous permettre cela. Oui. Donc on a des questions en ligne. Oui. J'aimerais un peu plus de commentaires sur l'exemple de Michel Legrand et Macha Merrill. Et quelle est la relation du magicien et de l'innocent dans leur histoire d'amour? Oui, c'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus. Mais je crois que... Voilà. Donc, vous connaissez cette expression, souvent quand une femme ou un homme, il y a une expression très triviale, un peu vulgaire, vous savez, elle a des kilomètres au compteur, ou il a des kilomètres au compteur. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'expériences de vie. On commence une relation de couple, une relation amoureuse, mais il y a des choses qui sont non résolues de précédentes relations, et qui fait que on va les exporter de nouveau dans la relation présente, avec des choses non résolues, avec des aigreurs, avec des comptes qu'on veut régler. Il semble que dans cette relation, je ne suis pas dans l'intimité de ces deux personnes, mais ce qui se dégage de cette relation entre Michel Legrand et Macha Merrill, c'est beaucoup de fraîcheur. Donc, cette fraîcheur que rencontre l'enfant, l'innocent, en quelque sorte, où on a la vie devant soi. Ils ont vécu peut-être 5 ans, je crois, ensemble, mais c'était le début de leur vie amoureuse. Pour eux deux, c'était un recommencement. Et voilà, où il n'y a pas d'âge, finalement. C'est ça le magicien au cœur de l'innocent, d'une certaine manière. Merci, Marc. Oui, Marc, d'abord, je voudrais te remercier pour cette très belle présentation, très claire, très limpide, et avec des exemples chaque fois illustrés. Pour moi, même si j'avais déjà entendu parler des archétypes, ça m'a vraiment permis de les rencontrer différemment. Et je me disais, plus qu'une question, je me disais que finalement, ces archétypes, on les porte tous, un peu tous en nous, selon nos domaines de vie, comme évoquait Elisabeth, selon les moments, selon les périodes, peut-être les âges, mais en tout cas, on les a tous traversés. Alors je dis en tout cas, je le ressentais comme ça. Je ne sais pas si on n'est pas l'un ou l'autre, on est tout ça à la fois, selon les moments, selon les âges, selon... C'est vrai, c'est vrai, on les porte tous en soi, et on a des portes d'entrée souvent préférentielles. C'est un peu comme un métaprogramme, si tu veux. On pourrait le voir comme ça, en PNL. C'est-à-dire que, voilà, on a des attitudes un peu de vagabond, ou des attitudes un peu de guerrier, de confrontation dans la vie. Vous pouvez regarder autour de vous des personnes qui ont cette habilité toujours à confronter. Alors pour le meilleur et pour le pire parfois, qui savent confronter. Et puis, il y a peut-être à développer un archétype complémentaire, un archétype ressource, vous voyez, tu vois. Mais en effet, on porte ces archétypes en soi,
Et l'objectif d'un chemin de vie, c'est de les intégrer, Ouais, c'est ça. les intégrer tous, Voilà, c'est hein, ça, c'est ça. d'en faire une synthèse Ouais, super. harmonieuse. Bon, Merci beaucoup, Marc. pour voilà, ça, merci beaucoup. merci à vous. Oui, encore une question peut-être, Jean-Claude? Alors, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un échange. Bien sûr. Donc, quand il y a un problème à résoudre, un dragon à affronter, tu as parlé de hiérarchie dans les... Enfin, non, c'est pas le mot hiérarchie. Enfin, on va passer dans les différents archétypes successivement, Oui. en tournant donc d'abord de l'innocent jusqu'au magicien. Oui. Et ce que j'ai repéré donc dans le processus de deuil, en fait, on va tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans le processus de deuil, on va d'abord rencontrer la colère du guerrier, ensuite le déni du vagabond, la peur donc du martyr, et puis la tristesse de l'orphelin, Ah, c'est intéressant. et après le détachement donc de l'innocent, et on embraye ensuite sur le magicien. À nouveau, ouais. Écoute, c'est intéressant, hein, je trouve cette approche intéressante qui rejoint un peu les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, hein, dans Oui, voilà. le processus du deuil. Hein. Merci pour cet apport, Jean-Claude. Oui. Comment? Ah, merci, Philippe, c'était super. Merci. Un petit air de fin, Philippe? Ouais, avec Allez. plaisir, ouais. Non, mais je suis un peu fatiguée là, pardonnez-moi. Bien, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on peut démarrer? Alors, d'abord, un immense merci à vous tous pour être venus en direct et en visio pour ce congrès NLPNL. On remercie bien sûr Judith, c'était formidable, émouvant et c'est une femme inspirante. Moi, j'ai aussi envie de remercier Armelle, qui a été vraiment la secrétaire fédérale. Vous pouvez l'applaudir. Armelle a fait un travail remarquable sur l'aspect technique. On a travaillé ensemble. Merci Armelle, vraiment du fond du cœur. Je veux remercier ici aussi tous les membres du CD qui ont œuvré pour que ce congrès ait lieu. Il y a France. France, tu veux bien te lever, que tout le monde te voit. Pour moi, c'est important. Marie-Christine, tu veux bien te lever, que tout le monde te voit, c'est important. Véronique, tu es dans les barrages, voilà. Nous formons une belle équipe. Je crois que j'ai oublié personne là dans le lot. Nous formons une belle équipe au niveau du comité directeur de la fédération. Je voudrais aussi remercier infiniment Martial. Vous pouvez l'applaudir, vraiment. Et surtout Martial et l'Institut Repère, parce que l'Institut Repère a diligenté tout son matériel pour nous accompagner. Donc, merci à Denis Carlier, le président de l'Institut Repère. Oui, mais je n'ai pas oublié Michael qui est là. Michael, tu peux nous faire un petit coucou, voilà. Parce que
En fait, avec Michael, ça a été un travail de longue haleine, de partage pour travailler au corps Judith. C'est un peu ça, Michael. Hein. Voilà. Et puis aussi, je veux remercier Jean-François qui a pris au pied levé la traduction de Judith. Jean-François, c'était top. Merci infiniment. Alors, ce congrès ne serait pas ce congrès si on n'annonçait pas le suivant. Retenez la date du 28 janvier 2023, ce sera le prochain congrès NLPNL. Voilà. Et puis, je voudrais avoir un petit mot aussi pour Philippe Delzan, notre musicien, qui s'est déplacé, qui nous a fait quelque chose de remarquable. Merci Philippe. Et maintenant, en fait, moi, si je suis arrivée à la PNL, c'est grâce à Nani Diamour Métayer, c'est grâce à Josiane de Saint-Paul, c'est grâce à un tas de personnes qui nous ont inspirés. Il y a Jean-Gérard Bloch, Nicole Catona, Dominique Robert. Et puis, il y a une personne ici qui est formidable et qui, pour moi, représente tant de générosité et tant d'inspiration pour tout ce qu'il produit, pour tout ce qu'il nous apporte. Jean-Luc Monsampet, je vais te demander de venir nous rejoindre, s'il te plaît. Ah non, je me dis, ah non, ils vont pas me faire ça, quand même. Si, on a décidé. Non, ils vont pas oser. En fait, si, on a osé. On a osé. En fait, pour nous, c'était important pour la fédération NLPNL. Attends, je vais essayer d'ouvrir. Nous avons décidé, Jean-Luc, de te remettre cette année le prix NLPNL. Je veux dire, nous sommes vraiment tous émus et puis, en fait, il n'y avait que toi. Notre inspiration, ça a été toi. Donc, nous avons décidé vraiment de t'encenser. Puis, en fait, pour nous, c'est fabuleux, quoi. Donc, merci. Je sais pas quoi dire, en fait, tu vois. Je me dis, c'est peut-être le privilège des cheveux blancs. Ouais. Je me dis, merde, j'ai dû prendre un coup de vieux. Ah non. Et puis après, je me dis, merde, mais c'est peut-être ton dragon d'être là et de recevoir des types des médailles comme ça. C'est vraiment pour moi mon voyage du héros. Voilà. Tu sais que j'ai refusé la médaille du travail il y a bien longtemps. Mais là, tu peux pas me refuser à moi. Toi, d'abord, je peux pas te refuser. Voilà. Et puis ici, il y a tant de personnes que j'aime beaucoup que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Voilà. Bah, écoute. Mais je te rappelle que il y a peut-être un mois ou deux, je t'ai suggéré des personnes qui mériteraient d'être là. Oui, bien oui, avant je moi, sais. Bah oui, mais moi. merci. J'ai retenu. Enfin, bon. j'ai écrit les noms. Ah. Et puis on a fait plouf, plouf, plouf. Hein, c'est vrai, les membres du CD. On a fait plouf, plouf, plouf. Et puis c'est tombé sur toi. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, Jean-Luc, vraiment de tout cœur. Et puis on est très honorés de t'offrir ce prix NLPNL. Sincèrement. Merci. Coupez-le. Merci. Merci beaucoup. C'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, c'est noté. Hein. C'est écrit. Hein. C'est gravé dans le marbre. Ce serait inscrit sur ma tombe. Voilà. Oh. Bah, écoute, si tu veux. Et on ira chanter un poème, on ira travailler les archétypes. Je me suis pas trompée. Voilà, vraiment. Voilà, donc toute ma gratitude, parce que je vous dis, c'est très spécial de recevoir cette médaille dans une salle où il y a autant de personnes que j'apprécie. C'est pour moi, c'est l'occasion d'exprimer toute ma gratitude. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les personnes qui ont contribué à ma formation, mais certaines sont là, d'autres ne sont pas là, mais j'y pense très fort. Merci infiniment. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci. Bon, et bien maintenant, on peut prendre un pot et échanger avec plaisir. J'ai des indications, merci France. Toutes les personnes qui ont assisté au congrès NLPNL, sachez que le congrès va être enregistré et nous vous enverrons le lien pour le revoir. Donc, laissez-nous quelques temps quand même, mais nous vous transmettrons en tout cas le lien pour le revoir. Autre chose aussi, pour les personnes qui sont adhérentes à la fédération, nous avons mis à jour le nouveau site. Donc, on a un petit travail pour mise à jour des fiches, etc. Et à partir du moment où votre fiche sera validée, la cotisation payée, soit une association indépendante, c'est-à-dire à Paris, Île-de-France, à Poitou-Charentes, à Méditerranée, à Belgique, votre compte sera activé et à ce moment-là, vous pourrez télécharger tous les métaphores que vous voulez. Voilà.
Eh bien, écoutez, on continue. Oui, Marc. J'ai oublié d'annoncer que Marine-Christine Claire va animer en juin prochain une journée d'atelier dans le cadre de l'association PNL Île-de-France sur le thème de la conférence. Il y aura des exercices et des ateliers, donc tenez-vous prêts avec elle. C'est parfait, ça. Super. D'autres annonces? Non? Oui? Le playback? Ah oui, rendre les badges. Pardon. Merci Pierre, j'y pensais plus. Merci à vous. Donc oui, à l'entrée, il y a une petite boîte. Si vous pouviez rendre vos badges, ce serait sympathique. On pourra vous les resservir l'année prochaine. Ah oui, autre chose aussi, dans vos dossiers et sur Internet, et enfin en visio, vous avez un petit questionnaire. Ça nous intéresse vraiment, c'est important pour nous de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez, enfin les pistes d'amélioration, voilà, ce qui vous a manqué, ce qui vous a plu, etc. C'est important pour nous. Oui, et puis surtout, au niveau de la fédération, il y a des animations. Paris-Île-de-France fait des conférences en permanence, donc et ces conférences sont sur le site de la fédération NLPNL. Donc tous les ateliers, toutes les conférences, les animations que vous pouvez avoir envie de regarder, il y a un agenda sur le site de la fédération. Je vous invite à y aller. D'abord, plus vous irez sur le site, plus vous aurez envie de venir, plus vous aurez envie d'adhérer et de nous rejoindre de façon à ce que on étoffe cette famille de la PNL et qu'elle aille encore plus loin. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des replays. Marie-Christine fait des enregistrements de toutes ces conférences à Paris-Île-de-France. Dora, au niveau du collège des coachs PNL de la Fédération, fait des enregistrements. France aussi, et puis le collège des enseignants bientôt aussi. Donc voilà. Bon, ben ça viendra, ça viendra. Je l'annonce en avance, ça viendra. Voilà. Ben écoutez, moi je crois qu'on peut prendre un pot de l'amitié et puis voilà. Merci à vous tous en tout cas.